il est venu, il est encore là, c'est Thierry Messon que vous adorez. On va reboucler avec lui, on l'a annoncé dans notre chaos global avec Édouard Husson lundi. On va reboucler avec lui sur la situation très surprenante, que tu avais d'ailleurs annoncé la semaine dernière. Tu avais dit, mais les mouvements djihadistes, les Kurdes, etc. J'avais même annoncé il y a un mois que l'Iran était en train de changer de camp. Voilà. Et donc, on apprend que Alep est plus ou moins tombé aux mains des djihadistes ce week-end. Complètement tombé, en fait. Que les djihadistes approchent de la ville d'Hama. Qui est la deuxième ville du pays, après Alep, troisième ville du pays. Donc Bachar el-Assad est en position difficile. C'est une offensive éclair. Tu vas pouvoir nous en parler. Il y a une interview que tu n'as peut-être pas eu le temps de lire du prochain conseiller Proche-Orient de Donald Trump dans Le Point, qui dit des choses que je crois extrêmement importantes sur la stratégie qui va être suivie par Trump au Proche-Orient, qui explique notamment la stratégie israélienne de mon point de vue et la stratégie iranienne. Il explique quelles sont les relations aujourd'hui entre Trump et l'Iran. En tout cas, il en dit quelques mots qui me paraissent très importants. Voilà, on va faire le point sur tous ces sujets. Ce conseiller de Trump parle de l'accord de cessez-le-feu, de ce qu'il contient. On t'écoute Thierry sur tous ces sujets. Parle-nous d'abord de la Syrie, parce que on s'y attendait pas avec autant de rapidité. Oui, je pense vraiment que c'est une surprise pour absolument tout le monde. En fait, depuis plusieurs années, il y a des groupes djihadistes qui ont été fixés à Idlib, c'est-à-dire au nord-ouest en Syrie. Et ces groupes vivent là sans désarmer. Ils sont structurés par l'armée turque qui les entoure et qui est présente sur place. Chez eux, on ne peut plus commercer avec des livres syriennes, on doit avoir de la monnaie turque. C'est donc devenu une excroissance de la Turquie. Idlib s'est tenu par quelle force aujourd'hui? Des djihadistes? Des Kurdes? Non. Ce sont des djihadistes. Et alors on dit HTC, c'est un groupe qui... ils se sont détachés d'Al-Qaïda en 2016 pour faire plus présentable. Mais ils n'ont jamais vraiment rompu avec Al-Qaïda. Et en fait, ce groupe s'était lui-même détaché de Daesh avant de se détacher d'Al-Qaïda. Voilà. Mais en fait, c'est toujours la même idéologie et ce sont les mêmes hommes. C'est eux qui égorgeaient les gens et qui aujourd'hui disent qu'ils sont très propres sur eux. C'est eux qui mangeaient des êtres humains. Mais aujourd'hui, ils disent que non, c'est pas vrai. Pourtant, ce sont les mêmes personnes. Donc, ces djihadistes qu'on nous présente à la télévision ici comme l'opposition à Bachar el-Assad, alors je ne sais pas si vous accepteriez qu'on dise que les gens qui ont fait l'opération au Bataclan, c'est l'opposition au gouvernement français. Je ne pense pas, quoi. Mais c'est pourtant ce qu'on vous dit ici à la télévision. Et bientôt, on dira l'opposition modérée, je n'en doute pas. Hein. Bon. Donc, ces gens, effectivement, quand ils sont arrivés à Alep, ils ont dit qu'ils venaient pour libérer la ville du méchant dictateur et ils ont évité d'écraser les autres et de découper les gens en morceaux, de les piétiner, etc. D'accord. Donc, depuis une semaine, ils n'ont pas commis de crime visible. Mais ces gens ont un très très lourd passé. Et je ne pense pas que ça puisse évoluer. Vous savez, quand un chien mort, on dit qu'il faut l'abattre. On ne peut pas faire évoluer le chien. Hein. Et là, ce sont des gens qui ont commis des crimes absolument insoutenables. Donc, ils sont arrivés subitement
Mais qui les a armés? Parce que Ah bah oui, pour mener une opération comme ça se prépare, voilà. Il faut des soutiens. D'abord, ils n'ont pas de nouveaux véhicules, parce que le Daesh, quand ils étaient arrivés avec des véhicules flambant neufs qui venaient directement, qui avaient été payés directement par le Qatar. Et là, ça a été payé par le Qatar, mais avec des anciens véhicules et des armes neuves. Alors, ils ont des armes toutes neuves et surprise, ils ont énormément de drones. Des drones high-tech qui sont manœuvrés par des conseillers militaires ukrainiens. Donc, le conflit en Ukraine et le conflit au Moyen-Orient se sont visiblement liés. Deux fronts d'une même guerre, au fond. Deux fronts d'une même guerre. Donc ça, c'est la première remarque. Il n'y a plus deux guerres distinctes. La deuxième remarque, c'est que en quelques jours, tout le Moyen-Orient s'est rempli d'un... Partout, tous les médias ont dit, mais Daesh, c'était qui ? Daesh, c'était les États-Unis. Ça, on ne le disait pas forcément aussi clairement jusque-là. En tout cas, certains le disaient et pas d'autres. Maintenant, je dirais que tout le monde est d'accord pour dire que Daesh, ce sont les États-Unis. Et HTC, là, qui vient de débarquer à Alep, ce sont les États-Unis et Israël. Donc, et le Qatar. Et le Qatar. Mais le Qatar agit là comme il avait agi avec Daesh et comme il avait agi avec le Hamas. C'est toujours la même disposition. Il y a des islamistes qui reçoivent de l'argent du Qatar au nom des États-Unis et d'Israël. Il n'y a qu'ici que l'on pense qu'il y a un conflit des civilisations. Quand on est au Moyen-Orient, on se rend compte que les djihadistes tuent d'abord des musulmans, bien avant de tuer d'autres confessions. Et qu'ils sont armés par l'Occident. Et qu'ils sont armés par l'Occident. Et pour moi, le symbole, c'était le prédicateur des frères musulmans, quand il était sur Al Jazeera, qui disait que si Mahomet vivait aujourd'hui, il aurait soutenu l'OTAN. Alors bon, quand on entend des trucs pareils, c'est la blague de l'année, ça. Non, mais il l'a dit à la télé, comme ça, c'est... Bon. Donc, quand on connaît le Moyen-Orient, on comprend ça. Mais si on ne connaît le Moyen-Orient qu'à travers ce qu'en disent les médias occidentaux, on ne peut rien piger. Alors, cette carte qui a été subitement abattue, elle a été abattue le jour du cessez-le-feu au Liban. Donc tout le monde comprend que si Israël a renoncé à annexer le sud du Liban, il ambitionne d'annexer une partie de la Syrie. Il déplace juste son projet. En fait, le projet, non pas israélien, mais le projet des sionistes révisionnistes depuis maintenant un siècle, c'est de recréer l'ancien empire assyrien du Nil à l'Euphrate. Ça signifie absorber le Liban, la Syrie, une partie de l'Irak, la Jordanie, une partie de l'Arabie saoudite. Donc, et tout ça, on va raconter que c'est parce que c'était l'ancien royaume de Jérusalem. Mais l'ancien royaume de Jérusalem, c'était juste la ville de Jérusalem et sa banlieue. Ça n'était même pas l'actuel Israël et certainement pas avec les territoires palestiniens et encore moins avec ce grand pays du Nil à l'Euphrate. Donc, maintenant, on peut réinterpréter ce qui s'est passé au Liban pendant le... Mais attends, oui. Avant de poursuivre, je voudrais quand même... Moi, il y a des questions, j'ai des questions sur cette affaire syrienne. C'est qu'on on sait que la Syrie a quand même des services de renseignement qui sont efficaces. Comment
Bachar al-Assad a pu se laisser surprendre par une opération d'ampleur financée par le Qatar avec des armes, avec des Ukrainiens. Alors, sur son territoire, ça a été une opération éclair quand même. Oui, alors on dit, mais je ne peux pas l'affirmer, mais on dit que Bachar el-Assad est allé le mois dernier à Moscou et qu'il aurait rencontré le président Poutine pour lui dire que quelque chose se préparait à Idlib. Voilà. Apparemment, les Russes ont été aussi surpris que la population syrienne de ce débarquement brutal de ces djihadistes. Ça paraît surprenant quand même. Oui, mais ça paraît surprenant, mais les services syriens avaient anticipé ça. Ce qu'ils n'avaient pas anticipé, en tout cas, c'est que la ville d'Alep était défendue par une petite garnison de l'armée syrienne, mais elle était surtout défendue par les gardiens de la révolution iranienne. Et ceux-ci se sont retirés sans combattre en un clin d'œil. Ça, c'est, à mon sens, la preuve de ce que j'expliquais ici au moment de l'assassinat d'Hassan Nasrallah, que l'Iran était en train de changer de bord. Alors aujourd'hui, en Iran, il y a toujours des gens qui sont sur la ligne de Qassem Soleimani d'Axe de la Résistance, mais la majorité gouvernementale, je ne dis pas dans le peuple, dans le gouvernement, la majorité aujourd'hui est dans les discussions avec les États-Unis et ne veut plus d'Axe de la Résistance. C'est ce groupe-là qui a permis l'assassinat d'Hassan Nasrallah et qui se préparait à permettre l'assassinat d'Al-Houthi au Yémen. Ça aurait dû se faire et il a réussi à se protéger in extremis. Donc c'est un revirement brutal. Tout ce que nous avons vécu dans les dernières années n'existe plus. C'est autre chose qui va s'organiser. Sur ce point, est-ce que tu penses que les forces armées syriennes sont en mesure de reprendre le contrôle de la situation? Est-ce qu'il y a un risque que Bachar el-Assad soit renversé par cette opération militaire? Est-ce que la Russie a les moyens de soutenir efficacement Bachar el-Assad vis-à-vis de cette offensive occidentale par proxy djihadiste? Alors, oui, mais Bachar el-Assad ne sera pas abandonné par son peuple parce que je pense que la guerre de 2011 à 2016 en fait a montré d'une manière certaine que sans Bachar el-Assad, c'est la Syrie qui aurait disparu. Donc les Syriens se raccrochent à lui comme c'est leur seule bouée de sauvetage. Et mais pour autant, est-ce que l'armée arabe syrienne va pouvoir reconquérir Alep et va pouvoir repousser les djihadistes à Idlib? En fait, moi je pense que ça dépend surtout de l'attitude de la Turquie. Au cours des derniers mois, la Turquie s'était rapprochée de la Syrie. On parlait régulièrement d'organiser une rencontre entre Recep Tayyip Erdogan et Bachar el-Assad. Ça ne s'est pas fait. Toujours, il y avait des problèmes qui restaient irrésolus. Là, on voit que Bachar el-Assad, Erdogan, qui n'était pas favorable à cette opération à Alep au départ, parce qu'il craint aussi de voir la Syrie s'effondrer, et il sait que ça provoquerait une avancée des troupes israéliennes. Donc il est partagé. Il voudrait affaiblir la Syrie, mais pas qu'elle s'effondre. Donc apparemment, dans les derniers jours,
il a demandé qu'il n'y ait pas cette opération. Mais quand elle a eu lieu, il s'est joint à elle. Et aujourd'hui, il y a des conseillers militaires turcs qui entourent clairement HTC. Donc, il faut voir que les sentiments des populations arabes se sont renversés après l'assassinat d'Hassan Nasrallah. Parce que faut se rendre compte, Hassan Nasrallah, c'était, je pense, la personnalité arabe la plus importante depuis Nasser. Ici, on dit que c'était un terroriste, mais ça, c'est vraiment, c'était parce que c'était quelqu'un qui s'opposait à l'Occident qu'on dit que c'était un terroriste. Il n'a jamais, lui, il était toujours opposé à des actions contre les civils. Ça, c'est très très clair. Et son véritable successeur, Wafik Sarra, sera dans la même ligne. Même si officiellement, c'est Naïm Kassem qui dirige, mais je n'y crois pas. Donc, lui avait décidé de soutenir les sunnites de Gaza, alors qu'il était chiite. Donc, il avait montré que les chiites ne travaillaient pas pour eux, mais pour l'ensemble du monde arabe. Mais une fois qu'il est mort, on s'est retrouvé avec les fractions, les divisions traditionnelles entre les différentes confessions musulmanes. Les sunnites, les chiites, les alaouites, il y a une constellation absolument incroyable. Ici, en Europe, on ne connaît que le sunnisme. Un peu le chiisme. À peine. Après, on voit très peu de chiites ici. Bon, mais dans le monde musulman, il y a une constellation de chapelles, d'églises différentes dans toutes les religions. Pour l'islam, comme pour le christianisme, comme pour le judaïsme. Il n'y a pas un ou deux groupes, il y en a 50 au moins dans chaque religion. Donc les sunnites et les chiites ont commencé à se regarder à nouveau en opposition les uns avec les autres. Cette division, c'est la plus grande réussite d'Israël. Personne n'en parle ici, mais moi je pense que c'est ça qui est vraiment grave. Parce que quand il y a cette division, le monde arabe est manipulable. Quand ces gens sont unis, ils sont très respectables. Mais est-ce qu'il y a un monde arabe? Est-ce qu'il existe le monde arabe? Comme il y a une culture européenne, il y a une culture arabe, oui. Oui, mais est-ce que il n'y a jamais eu d'unité de l'Europe? Oui. L'histoire de l'Europe est l'histoire d'une longue guerre. Oui, oui, oui. Les aspirations impériales qu'on a pu avoir se sont toujours heurtées à des résistances. L'histoire du monde arabe est comparable à celle du monde européen. C'est une longue guerre. Mais ce sont des gens qui ont la même culture et qui peuvent trouver une manière de vivre ensemble. Comme les Européens peuvent se faire la guerre, mais aujourd'hui on a de très bonnes relations avec les Allemands. Bon. Et avec les Britanniques, alors que nous n'avons pas du tout la même culture que les Britanniques. On est proche de la culture allemande, mais pas du tout de la culture britannique, contrairement à ce qu'on nous raconte. Donc, est-ce que toi, tu penses qu'aujourd'hui, avant qu'on parle du Liban et du cessez-le-feu au Liban, est-ce que tu penses qu'il y a un risque que Bachar el-Assad tombe? Non. Non, je ne crois pas. Mais je pense que le risque, c'est que
tout le nord de la Syrie soit absorbé par la Turquie. Ça, c'est un vrai risque. Au Liban, alors on en sait un peu plus quand même sur l'accord de cessez-le-feu. Qu'est-ce qui se passe au Liban? Alors, au Liban, pour le moment, on n'a aucun texte écrit. Donc, ce cessez-le-feu est purement oral, même si nous savons qu'il y a eu des choses signées entre Israël et les États-Unis. Et la France? Peut-être, peut-être pas. Le conseiller de Trump disait ce matin dans Le Point Oui. que la France et les États-Unis étaient garants de ce cessez-le-feu Oui. qui avait été signé avec des dispositions, semble-t-il, très précises, notamment une phase transitoire de 2 mois avant d'aller plus loin dans des négociations. Oui. Mais cette phase transitoire de 2 mois doit être suivie par un comité où il y a à la fois Israël, le Liban, les États-Unis, la France et le Royaume-Uni. Pour le moment, tous les membres de ce comité n'ont pas été désignés. Il y en a 3 qu'on connaît, mais il y en a 2 qu'on ne connaît pas. Il y a un général américain qui a été nommé. Alors le général américain qui a été nommé, c'est quelqu'un qui est hors norme. Bon, c'est le patron des forces spéciales, donc son métier, c'est d'être un assassin quand même, hein, parce que les forces spéciales des États-Unis, elles ont la fonction c'est établi par les textes, et c'est surtout, on connaît leur fonction par ce qu'ils publient et par la manière dont on vote leur budget. Donc ce sont des gens qui pratiquent des assassinats politiques partout dans le monde, dans au moins une centaine de pays. Chaque année, ils tuent des gens dans une centaine de pays. Vous n'en entendez pas parler. Ces gens-là sont invisibles. Donc c'est lui le patron de ces gens-là. Et s'il était nommé par les États-Unis pour superviser le cessez-le-feu au Liban, c'est qu'il doit intervenir dans la région. Donc, pendant qu'il va négocier ce cessez-le-feu, il va organiser des assassinats politiques dans les pays de la région, pas simplement au Liban. Et des gens qui vont avoir des accidents, on ne saura pas, qui vont disparaître. Bon. Et cet homme a une vision de la force militaire qui est assez différente des autres militaires aux États-Unis. C'est quelqu'un qui a une maîtrise des nouvelles technologies et de ce qu'il peut faire avec ça. On dit qu'il est futuriste dans les armées des États-Unis. Voilà. Donc, si je me fie à ce que dit la presse subventionnée, l'accord de cessez-le-feu semble prévoir, mais c'est aussi en partie pour ça qu'il n'est pas publié, je pense, semble aussi prévoir le désarmement du Hezbollah par l'armée libanaise. Non, alors ça, attention, hein. Je ne pense pas que l'on puisse désarmer le Hezbollah. Ce qu'il s'agit de faire, c'est de faire passer la résistance libanaise sous le contrôle de l'armée libanaise. Jusqu'à présent, le Hezbollah disait, c'était toutes ces affiches, l'armée, le peuple, la résistance. Là, il s'agit que la résistance soit sous le commandement du général Joseph Aoun, qui est à l'agrément des États-Unis et de la France. Est-ce que ça te paraît réaliste? Oui et non. Aujourd'hui, le Hezbollah a officiellement dit qu'il allait respecter cet accord. Et vraiment, il négocie avec l'armée libanaise son retrait du sud du Liban. Et l'armée libanaise vient là de s'installer à Tyr, de manière très, très appuyée.
Bon, je pense que tout ça, ça va se faire. Mais, à mon sens, le Hezbollah restera sous les ordres de l'armée libanaise, mais indépendant. C'est possible, ça? C'est possible. Indépendant, mais sous les ordres. Il n'est pas prévu que l'armée libanaise paye les combattants du Hezbollah. Donc les combattants du Hezbollah, ils vont continuer à vivre par eux-mêmes. Donc on n'est quand même pas au bout de l'arrangement, parce que... Non. Voilà. Donc toujours dans la presse, Mais oui. Le Hezbollah a compris qu'il ne pouvait plus compter sur l'Iran et que la Syrie et l'Irak n'étaient pas en capacité de l'aider de manière importante. Donc, il a compris qu'il n'avait pas d'autre choix que d'accepter de se placer sous la tutelle de l'armée libanaise. Mais il faut bien se rendre compte que dans l'armée libanaise, la plupart des officiers sont très favorables au Hezbollah. Le conseiller de Trump soutient que 70%, alors la formulation paraissait importante, parce qu'il disait 70% de l'armement stratégique et tactique, des stocks d'armes stratégiques et tactiques du Hezbollah avait été détruit. Ce qui confirme l'existence d'armements stratégiques dont on ne connaît pas forcément la nature, mais qui était une force de dissuasion importante. Est-ce que ça te paraît réaliste, cette affirmation que, en tout cas, une grande partie du stock d'armes a été détruit par Israël? Oui, une grande partie du stock d'armes a été détruite, mais 70%, j'en sais rien. Hein. Ça me paraît beaucoup comme... Est-ce que tu penses que ce cessez-le-feu peut durer de façon un peu réaliste, ou bien est-ce qu'il est appelé à c'est juste un interstice avant la reprise de la guerre? Absolument personne au Liban ne croit que ce cessez-le-feu va durer. Je pense que l'histoire a montré que ce cessez-le-feu est simplement une pause. Ça n'est pas une paix du tout. Que les ambitions des sionistes révisionnistes n'ont pas changé. D'ailleurs, ils sont en train de mener la guerre en Syrie. Et demain, peut-être, ils reviendront au Liban. Depuis, je sais plus, depuis des dizaines d'années, au Liban, quand il y a la paix, on dit que c'est une pause. On dit c'est en attendant la guerre. Des officiels israéliens ont déclaré la semaine dernière « Nous sommes maintenant prêts, après le cessez-le-feu, à nous tourner vers l'Iran », c'est-à-dire, sous-entendu, à attaquer l'Iran. Est-ce que cette hypothèse te paraît plausible ou réaliste? Non, ça ne me paraît pas plausible, mais je pense que l'Iran et Israël continuent chacun de leur côté leurs enchères verbales, alors que là, à mon sens, il y a un vrai accord entre eux. Dans l'interview de ce matin, le journaliste interroge le conseiller de Trump sur la politique de Trump vis-à-vis des territoires occupés, donc de la Palestine occupée, et pose une question qui m'a troublé parce que, ouvertement, il dit: est-ce que Donald Trump validera l'annexion de la Cisjordanie demandée par des dirigeants israéliens? Est-ce que ça te paraît plausible? Qu'est-ce qu'il répond, lui? Alors, lui, il répond le président Trump ne s'est pas encore expliqué sur ce sujet, mais nous vous garantissons qu'il aura une ligne claire et très précise sur ces questions. Ce qui veut dire tout et son contraire. Oui. Ce qui m'étonne, c'est qu'aujourd'hui, le point qui s'est quand même signalé par un soutien très massif, très fanatique à la cause israélienne, pose ouvertement la question de l'annexion de la Cisjordanie, qui serait une violation du droit international. Donc ça signifie que dans un certain nombre de milieux,
indépendamment des réponses aux questions. Mais un certain nombre de milieux très pro-sionistes ou pro-néoconservateurs en France, la question de l'annexion de la Cisjordanie est quelque chose qui ne semble choquer personne. En tout cas, la question est posée. Donc, ça signifie quand même que dans les esprits, il y a, dans le projet du Grand Israël, une maturité bien plus grande que ce que on ne dit d'habitude au grand public. Oui, oui, mais je pense, pour avoir vécu dans cette région, que c'est le seul véritable obstacle à la paix dans cette région, c'est le projet des sionistes révisionnistes. Ce n'est pas le projet d'Israël, le projet des sionistes révisionnistes, qui sont aujourd'hui au pouvoir en Israël. Mais je pense aussi que leur pouvoir en Israël ne tient plus à grand-chose. Mais si on regarde les projets de l'agence juive des années 20, qui a porté Israël, l'accord qui avait été conclu à l'époque avec la Transjordanie, accord secret de 1921, prévoyait quand même un Israël incluant Gaza et la Cisjordanie, avec un projet de déplacement massif des Palestiniens vers la Jordanie elle-même. Donc, la Transjordanie, rappelons que la Transjordanie, c'était une colonie britannique, et alors il y a eu un moment sous le nom de Transjordanie, on ne savait pas très bien si c'était une colonie ou un État indépendant. Ça n'est devenu indépendant que sous le nom de Jordanie beaucoup plus tard. Donc il y a quand même, dès les années 20, un projet de grand Israël, d'une certaine façon, qui était à l'époque travailliste, c'est-à-dire Ibn Gourion n'était pas Jabotinsky. Et donc cette idée, en 1948, elle existait dans les esprits, elle avait, du point de vue sioniste, été signée avec les rois locaux, même si on est d'accord pour dire que c'était des marionnettes des Anglais. Et donc, cette vision-là est quand même inscrite. L'illégitimité de la présence de Palestiniens en Cisjordanie est quand même quelque chose qui est au fondement même de l'État israélien, même du côté travailliste. C'est certain, il suffit de voir l'actuel président israélien qui est un travailliste et qui défend ce projet. Donc on verra. Moi, ce qui me trouble dans cette affaire, c'est que par ailleurs, Donald Trump, je sais que pour beaucoup de nos lecteurs, la question de que va faire Donald Trump est importante, notamment parce qu'il y a beaucoup de Trumpolâtres qui se disaient il va faire la paix, ça va être génial, etc. Donald Trump dit si les otages du Hamas ne sont pas libérés avant le 20 janvier, jour où je prends le pouvoir, il y aura le prix de l'enfer à payer, hein, c'est son expression. Je crois que c'est Hell Price ou quelque chose comme ça. C'est quand même une position très dure. Alors, moi, derrière cette position, je vois que lui-même hésite encore entre dire il faut expulser les Palestiniens de Palestine ou il faut leur donner un État. Il lie ça au rôle du Hamas, c'est-à-dire qu'en fait il lie ça à la fois à des gens fanatiques au sein du Hamas et des gens liés au Royaume-Uni. Moi, j'aimerais savoir vraiment ce que le Royaume-Uni compte faire. C'est lui qui a la clé. Ce ne sont pas les États-Unis, c'est le Royaume-Uni qui a la clé. Keir Starmer a déclaré qu'il comptait approfondir sa relation avec les États-Unis. Oui, c'est ça. Oui. Et autre phrase totalement curieuse du conseiller de Trump pour le Proche-Orient, qui a fait fortune, paraît-il, en vendant des voitures au Nigeria. Oui, oui. Donc ce conseiller... Mais il a fait plein d'affaires après avec les pays du Golfe. Donc
ce conseiller explique là aussi un agenda puisque la question est posée de la création d'un État palestinien. Et le conseiller dit, non mais les accords d'Abraham, qui sont négociés sans les Palestiniens, repose sur l'Arabie Saoudite. Et l'Arabie Saoudite, dit-il, ne demande pas la création d'un État palestinien, mais indique que c'est un objectif à long terme. Et que donc, on peut imaginer un accord de paix dans le monde arabe, au Proche-Orient, au Moyen-Orient, lancé d'une façon ou d'une autre par l'Arabie Saoudite, parce que ce que dit le conseiller, c'est que si l'Arabie Saoudite signe l'accord, 10 ou 12 États arabes sont déjà prêts eux-mêmes à emboîter le pas, comme on avait vu que le Maroc, par exemple, avait rejoint les accords d'Abraham, et que donc ces accords, leur économie générale, c'est de dire on fait la paix avec Israël, et un jour reviendra où on créera un État palestinien. Ce qui est quand même une façon de gruger les Palestiniens. Tel que c'est expliqué là, oui, mais l'Arabie Saoudite avait proposé, c'était le roi Abdallah qui avait proposé la création, une formule de paix pour la Palestine, et c'est toujours la position défendue par l'ensemble des pays membres de la Ligue arabe, et donc qui prévoit que l'État palestinien sera en Palestine. Mais un jour, on ne sait pas quand. Il n'y a pas de calendrier fixé. Non, il n'y a pas de calendrier fixé. Donc, quand on connaît la technique arabe de négociation, et je le dis en toute amitié, la technique proche-orientale, y compris iranienne d'ailleurs, les négociations peuvent prendre beaucoup de temps. Oui, c'est sûr. Bon, je te vois sceptique en tout cas réservé sur la question de l'avenir des Palestiniens, pour lesquels moi je m'inquiète parce que je pense qu'ils vont être la variable d'ajustement d'un accord. C'est certain, c'est certain. C'est un peu décevant pour ceux qui ont mis dans Trump un espoir. Il ne faut pas se tromper d'adversaire. Ça n'est pas Trump qui va... c'est pas Trump qui a provoqué la situation actuelle. Il aurait été là, est-ce que ça aurait été différent? Oui, je crois. Tu penses que Netanyahou aurait eu moins de marge de liberté? Je pense qu'on ne l'aurait pas laissé commettre les crimes qu'il a commis. Oui. L'histoire nous le dira, peut-être un jour. En attendant, Trump a aussi déclaré, on en parlait lundi dans notre chaos global, on en reparlera la semaine prochaine, si tu en es d'accord avec Édouard Husson, puisqu'on fera notre émission sur les BRICS, mais on pourra faire Trump et BRICS en même temps. Trump a redit que si les BRICS, tous les pays membres des BRICS qui utiliseraient la monnaie commune alternative aux BRICS seraient frappés de barrières tarifaires, de tarifs douaniers de 100%. C'est-à-dire un doublement des prix. Là aussi, beaucoup de gens imaginaient que Trump, au fond, allait porter une autre image de l'Occident. Mais non, on voit quand même que Trump défend l'imperium americanum. Je pense qu'en fait, derrière cette déclaration fracassante, il y a déjà un accord entre Trump, la Russie et la Chine. Et qui comporterait quoi? En fait, Vladimir Poutine a dit que si les États-Unis acceptaient que tout le monde utilise le dollar et que donc la Russie puisse utiliser le dollar, parce que au nom du soutien à l'Ukraine, on refuse à la Russie. Donc si on abandonnait les sanctions contre la Russie utiliserait le dollar et il n'y aurait plus de projet de créer une monnaie des BRICS. Et donc pas de surtaxe douanière. Donc toi tu nous dis qu'au fond,
la Russie, les BRICS vont accepter une redollarisation des échanges internationaux. Très probablement. Ça risque là aussi d'en décevoir plus d'un qui s'était imaginé que les BRICS allaient porter le fer contre le dollar, contre la suprématie américaine. Il faut voir l'intérêt de chacun là-dedans. C'est-à-dire c'est-à-dire que l'intérêt de la Russie et de la Chine n'est pas de faire la guerre aux États-Unis. Mais, vous savez, les Russes pensent toujours que les États-Unis sont une bête sauvage blessée. Et que donc, il ne faut pas attaquer cette bête sauvage, mais il faut doucement la conduire au cimetière. Et là, ce serait quoi la conduite douce vers le cimetière ? On accepte le dollar, mais on attend qu'à l'intérieur des États-Unis, la guerre civile éclate. Et tu penses que c'est une possibilité, qu'il y ait une guerre civile aujourd'hui aux États-Unis ? Oui. Pourquoi tu penses ça ? Parce que l'organisation des États-Unis que propose Donald Trump est complètement différente de celle des démocrates et des républicains. Lui, c'est un jacksonien. Donc ce qu'il veut, c'est redonner le pouvoir aux États. Et à titre d'exemple, souvenez-vous du débat sur l'avortement. Trump est intervenu pour que l'avortement ne soit plus une question fédérale, mais une question de chaque État. Et on a dit « Oh, ce type est horrible, il interdit l'avortement », ce qu'il n'a jamais fait. Vous avez plein d'États aux États-Unis qui pratiquent l'avortement. Il a simplement dit « Je remets le pouvoir aux États ». Et là, quand il va détruire des centaines d'agences gouvernementales aux États-Unis, en fait, il ne va pas faire ça parce qu'il serait libertarien. Non, mais parce qu'il est jacksonien, parce qu'il va renvoyer ses fonctions aux États membres. Et donc, certains États sont libertariens et s'en passeront, et d'autres seront presque socialistes et vont en rajouter. C'est cette diversité qu'il propose. Bon, donc cette manière de faire, c'est le chaos pour la classe dirigeante actuelle des États-Unis. Mais c'est d'une respiration pour le peuple aux États-Unis, qui ne peut plus accepter qu'à des milliers de kilomètres, on prenne une décision pour eux. Bon, l'avenir nous le dira. On va suivre de toute façon les affaires de Trump et on se retrouve pour notre pain. Attends, il y a autre chose que... Bon, alors on n'en parle pas ici, mais il s'est passé à l'Extrême-Orient quelque chose d'absolument terrifiant. Je te tends la perche. Vas-y, parle-nous de la Corée du Sud, puisque c'est ça que tu veux évoquer. Le problème, c'est pas seulement la Corée du Sud, c'est que la Corée du Sud, Taïwan et le Japon, tous les trois, ont des dirigeants qui se réclament de l'ancien empire militariste japonais. Tous les trois. Et donc, derrière ça, il y a la renaissance de la Ligue anticommuniste mondiale. Bon, c'était une organisation pendant la guerre froide qui réunissait tous les dictateurs du monde entier et qui échangeait les fichiers pour assassiner les marxistes partout où ils étaient, dans quelque partie du monde qu'ils soient. C'était une organisation absolument terrifiante. Voilà, je pense qu'ils sont en train de faire renaître ça. Et ce qu'on a vu là en Corée du Sud, quand même un coup d'État... Avorté. Avorté, oui, mais enfin le président qui va peut-être être obligé de démissionner et terminera en prison. Il y a plein de présidents de la Corée du Sud qui sont actuellement en prison, mais le président Yoon, quand il a cherché à provoquer une prise de pouvoir par l'armée, il faut savoir qu'il avait déjà déménagé
la présidence de la République avait été déménagée au ministère de la Défense. Hein, et il avait pris des positions historiques absolument surprenantes, puisqu'alors que en Corée du Sud, tout le monde est persuadé que les Coréens ont été victimes de l'impérialisme japonais. Il y a encore eu, il y a 15 jours, la célébration des esclaves d'une mine d'or au Japon, qui a été transformée en un lieu touristique l'année dernière. Et il y avait des esclaves coréens à cet endroit-là pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc le gouvernement japonais est venu célébrer les miniers de cette mine sans un mot pour les esclaves qu'il y avait là. Et l'ambassadeur de Corée du Sud est allé faire sa propre célébration dans les mines. Bon, c'est un truc incroyable. Mais à ce moment-là, le président de Corée du Nord a soutenu la position des Japonais. Le Premier ministre japonais, maintenant, c'est un admirateur de l'impérialisme nippon. C'est un type, il a une des plus grandes collections au monde de reliques de l'empire militariste nippon. Et il est membre d'une association qui... la fondation Nippon qui célèbre l'impérialisme japonais, qui veut restaurer le dieu vivant de l'empereur, etc. Ce qui se prépare là est absolument terrible. Et ce triumvirat des... Alors je ne parle pas de Taïwan où le président est déjà entré en conflit avec son assemblée. Ça prend des proportions épiques là-bas. Hein. Donc ces trois groupes politiques, chacun des trois n'ayant aucune légitimité populaire, aucune. Ces trois groupes politiques rêvent d'affronter la Chine et sont en contact permanent avec Zelensky en Ukraine. Ces trois groupes politiques font tout pour soutenir Zelensky en Ukraine. Donc, parce qu'il y a le souvenir de l'alliance entre l'impérialisme japonais et les nazis. L'axe. Donc, moi, je vous invite à regarder ce qui se passe et à chercher, et pas vous contenter des quelques articles qu'il y a ici dans la presse, à comprendre ce qui se passe là-bas, parce que ça peut dégénérer très vite. Tu veux dire un conflit ouvert avec la Chine? Alors, je ne pense pas qu'ils soient en position de faire le conflit ouvert avec la Chine tout de suite. Hein. Je pense d'abord il faut qu'ils organisent les quads, enfin, ils fassent une alliance, tout ça. Mais je pense qu'ils sont en mesure d'instaurer des dictatures très vite. Bon, mais ce qui est rassurant, a priori, c'est que en Corée du Sud, les gens sont descendus dans la rue. Tout de suite, oui. Il y a eu des affrontements avec la police et a priori, l'Assemblée nationale coréenne s'est rebellée contre cette tentative de coup d'État mal préparée. Voilà, et apparemment, il y a à l'intérieur de l'armée des forces qui se battent les unes contre les autres. Oui. Bon, on refera le point. On se retrouve la semaine prochaine. Et puis, on rappelle voltairenet.org, ta lettre. Oui, alors ma lettre. Souscrivez à la lettre de Thierry. Oui. Alors, cette lettre, moi, vraiment, si vous avez le désir de comprendre comment le monde marche, vous avez mes articles d'analyse gratuits sur mon site. Et vous avez cette lettre qui présente des éléments d'information. C'est du factuel, c'est pas de l'analyse, du factuel. Ce sont deux choses... quelques focus d'analyse, de remise en contexte quand même. Voilà, de remise en contexte, mais c'est pas de l'analyse, c'est de la remise en contexte, c'est pas pareil. Donc, j'insiste, c'est deux manières de travailler vraiment différentes. Mais si vous voulez... comprendre les choses en avance, ne pas
ouvrir les yeux stupidement. Ah, aujourd'hui on a envahi Alep. Hein. Vous devez lire ça. Voilà. Bon, j'invite tout le monde à s'abonner à cette lettre, mais on refera de la promotion pour cette lettre qui est très bien faite et que nous utilisons d'ailleurs au courrier régulièrement pour nous mettre à gagner du temps dans la mise à jour des informations. À la semaine prochaine, Thierry. À très bientôt.